Voilà, bonjour à toutes les deux, Éléonore et Bettina, en ce vendredi 21 mai. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour, et donc on a le plaisir de se retrouver, j'ai envie de dire presque en petit comité pour, pas pour la première fois, c'est déjà d'autres échanges super chouettes ont déjà eu lieu précédemment, mais ici j'avais eu l'envie de lancer quelque part une nouvelle thématique autour du patriarcat. Donc j'avais intitulé ça le patriarcat, parlons-en, et forcément j'avais évidemment envie d'en parler avec des femmes. Donc je vous remercie évidemment d'avoir accepté cette nouvelle rencontre. Et alors, ce qui me paraît important évidemment, avant de vous laisser la parole, c'est que quand on parle évidemment du patriarcat, ben, les mots ont un sens, et donc je voulais peut-être avant de commencer reprendre effectivement l'étymologie de ce sens, de ce mot, pardon. Donc le terme patriarcat signifie littéralement le commandement du père. Et donc le patriarcat est dans son acceptation moderne une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes à l'exclusion explicite des femmes. Il s'agit d'un système où le masculin incarne à la fois le supérieur et l'universel. Dans une culture dite patrilinéaire, en effet, comme c'est le cas des sociétés occidentales, l'homme occupe une position mythique de père fondateur, supposé lui octroyer une autorité et des droits sur les personnes dépendant de lui. Et alors, dans le petit post que j'avais mis sur Facebook, j'avais effectivement un petit peu, j'ai envie de dire explicité, mais ça se décline quelque part presque à l'infini. Qu'est-ce que le patriarcat, au travers notamment du sexisme, de la pression sociale, de l'assignation de genre, des dictatures des apparences, de la culture du viol, des maltraitances masculines au sens large, et notamment de la liberté dans la servitude. Et alors, je voulais citer, peut-être ça vous parlera de manière plus explicite, mais je voulais citer Letty Cottin-Pogrebin, qui, je pense, résume bien également à sa manière ce qu'est le patriarcat, en disant quand les hommes sont opprimés, c'est une tragédie, quand les femmes sont opprimées, c'est la tradition. Donc voilà, qu'est-ce qui évoque ces mots chez vous en tant que femme dans votre vie, j'ai envie de dire, de tous les jours, et peut-être depuis les origines, pour le coup, de votre naissance, de votre enfance, de votre adolescence. Je ne sais pas qui commence, Éléonore, si tu veux. Ou- Vas-y, vas-y Bettina. Non, mais tout à l'heure, je parlais de notre âge, c'est-à-dire que je vais poser ça dans un contexte historique, parce que bien évidemment, j'ai une fille qui, elle, vit encore d'autres choses aujourd'hui. Donc, moi, je ne vais pouvoir parler que de ce que j'ai connu, mais je pense que j'ai connu la phase de transition, quelque part, entre les grands-mères qui, elles, étaient tout à fait soumises à cette loi, mais j'avais des grands-mères quelque peu exceptionnelles, puisque enfin, elles gagnaient leur vie en quelque sorte, et parfois même plus que leurs hommes, ce qui était à l'époque déjà un petit peu hors norme. Mais pour ce qui me concerne, j'ai 64 ans et donc 57, année de naissance. Et j'ai connu le moment où ma mère n'avait encore pas de chéquier pour payer. C'était donc la signature du père Mm. qui, dans tous les commerces, etc., voilà, elle n'avait pas de chéquier à disposition, ce qui voulait dire qu'elle était encore la mineure euh, que le code Napoléon avait cerné, emprisonné, assigné à une position. Et je pense que c'est de cette minorisation-là, finalement, que tout a explosé en 70. Enfin, pour moi, l'année d'explosion, c'est pas 68, l'année, c'est 70. Voilà, j'avais 13 ans et les manifs de femmes commencent. Choisir commence à se monter. Le MLAC d'abord, enfin le MLF, le MLAC, choisir, on pose des questions contraception, avortement. À 15 ans, ma mère qui est au planning familial me donne la pilule. Donc bon, j'étais parmi les femmes éduquées qui se sont révoltées. Elle a signé, comme je t'avais dit, peut-être pas, le manifeste des 343. Mm. Donc, j'étais dans un milieu quand même assez
on pourrait dire entre guillemets, hein, je mets des guillemets, en pointe sur ce terrain. Et donc, après, ben, moi, s'en est suivi groupe pétroleuse, manifestation, liberté pour l'avortement, la contraception, nous ne sommes pas des objets, notre corps nous appartient, etc. Donc, tu avais une Voilà. mère quand même très féministe, en fait, hein. Oui, déjà, voilà. Et Donc, toi, oui. oui, Et toi, en fait, Bettina, à l'âge de 13 ans, tu te souviens de ce point de bascule ou bien c'est tout à simplement fait. l'histoire que tu te Tout à remémores? fait. Tu as des souvenirs? J'ai le souvenir de ma mère qui commence à ruer dans les brancards, du couple parental qui bouge, de revendications, voilà. Et puis 68 a été là quand même, qui déjà a fait une espèce d'appel d'air, on pourrait dire. Et je pense qu'ensuite les femmes, vraiment 70, 13 ans, 13, 14, 15, peu à peu, voilà, s'est mis en place une conscience en moi qu'effectivement j'étais être femme. Avant, je dirais, c'est très très étrange. Bon, ma mère voulait un garçon, hein, vous le savez, enfin, j'avais dû le dire. Mhm. Mais je m'en inquiétais pas parce que bon, j'étais bonne à l'école, l'école me donnait voilà, une importance. Donc, garçon-fille, j'aimais beaucoup les garçons, on jouait. Je n'avais pas de soucis sur ce terrain-là. C'est quand j'ai pris conscience effectivement, on assignait une place à tenir, voilà, donc j'ai suivi le mouvement en quelque sorte. Je ne l'ai pas inventé, hein, j'ai suivi. Voilà. Mhm. Et tu as un souvenir, Bettina, par rapport justement à cette évolution, enfin cette émancipation de la femme, tu as un souvenir que ça a généré éventuellement un conflit intrafamilial de voir la femme justement Oui, s'émanciper alors que l'homme quelque part n'était peut-être pas prêt à cette émancipation-là bah, et a bah, dû faire avec. tout à fait, parce que le couple de mes parents a explosé. C'est-à-dire que ça s'est terminé par un divorce, bon, je sais pas, 6, 7 ans après, quoi. Et ça, Voilà. tu as l'impression que c'est lié au fait que le mari n'a pas accepté l'émancipation de sa femme. Du tout. Je pense que c'était un homme très intelligent, enfin bon, voilà, que j'estimais, hein, poète, qui avait d'autres qualités intrinsèques, mais c'était un homme du 19e siècle, drouillé, hein, voilà. Mhm. Mais madame, voilà, d'abord, il lui avait refusé d'aller travailler à un moment. Alors, j'ai appris plus tard que c'était plus compliqué, que c'était elle au départ qui n'avait pas voulu devenir infirmière. Enfin, voilà. Tu sais, les histoires de couple, c'est très Oui. compliqué. Mais en tout cas, au moment où ils se sont séparés, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'elle entre dans l'éducation nationale, là où il était. Bon, est-ce que c'était une question de rivalité, de place, d'avoir peur que sa femme le concurrence quelque part tu vois? Mhm. J'ai senti Oui. des rivalités à ce moment-là, Mhm. Oui, des j'imagine. rivalités de place. Ouais. Ben oui, Mm. oui, oui, c'est tellement ancré aussi dans l'esprit masculin que de voir évidemment à un moment donné la femme vouloir bouger de place alors qu'elle était assignée à garder sa place. Du coup, ça bouscule un peu les lignes, comme on dit. Donc, ça demande certaine adaptation. Je pense qu'il en a souffert. Alors, à quel niveau ça le touchait? Est-ce que c'était dans son ego? Est-ce que c'était intime? C'est ça, hein? Est-ce que Mhm. c'était juste je veux te contrôler, je veux pas que tu ailles à l'extérieur, rencontrer éventuellement d'autres possibilités séductrices, enfin, voilà, séduction ou quoi? Ou est-ce que c'était quelque chose dans leur couple par rapport à l'ego même, hein, intime? Je ne veux pas parce qu'elle avait repris des études en plus en fac, qu'il n'avait pas faites. Lui, il était monté dans l'administration par les concours. Donc, elle, elle avait conquis un niveau d'études supérieur. Mhm. Donc, ça se Mhm. bagarrait, hein. Mhm. C'était la bagarre, hein. Moi, j'ai connu la bagarre. Et toi, Éléonore, en fait, ça fait écho par rapport à la situation de Bettina et ses parents, ou c'est pas du tout la même mise en place, je dirais, de l'évolution. En fait, j'ai le sentiment
qu'il y a eu cette déflagration féministe fin des années 60, début des années 70, et que ça a été effectivement la première vague de protestation et de combat. Et j'ai le sentiment plutôt, moi, d'avoir vécu au fond dans cette période de latence qui a suivi, parce que je perçois que, au fond, après ce combat, il y a eu une période d'endormissement euh, au niveau de la place des femmes, de la revendication. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Le combat féministe est passé à l'arrière-plan avec une grosse récupération patriarcale, puisque c'était pour ma génération, donc 10 ans plus tard, c'était quelque chose qui était censé être acquis et qui, dans les discours, se marquait par le fait que, ben, au fond, on avait voulu l'égalité et on l'avait. C'est Alors ça. même que ce n'était pas ça du tout. Je voulais rebondir sur ce que Bettina justement avançait. C'est vrai que on a continué sur un paradigme qui était qu'en fait la femme était confinée à l'espace domestique dans les mentalités, et qu'au fond elle avait très peu de prise sur l'espace public. Et ce qui se joue aujourd'hui, à mon sens, avec cette deuxième vague féministe qu'on peut, ou pas d'ailleurs, hein, je n'ai pas encore élaboré mon avis par rapport à ça, mais cette intersectionnalité que de dire, ben voilà, qui passe notamment par toute la question des genres, de l'assignation de genre, etc. Cette deuxième vague féministe vise l'appropriation notamment de cet espace public, de l'absence de contrôle du corps des femmes, etc. Quand on voit chez nous en Belgique, on a le fameux collectif Laisse les filles tranquilles, qui a eu énormément de visibilité il y a 2 ans, il y a 1 an, etc. C'était laisse les filles tranquilles, laisse les voilées tranquilles, laisse les trans tranquilles. Voilà, on rejoignait une intersectionnalité, c'est-à-dire un combat au final. Ça devenait quelque part, et quelque part seulement, le combat contre l'oppression de toutes les minorités, et Mhm. plus seulement Les la femmes. revendication féministe pure et dure. Hmm. On le Oui, voit très bien aussi avec l'écoféminisme, qui est une des tendances actuelles, où bah, le féminisme, c'est avant tout se battre pour la protection de la terre. C'est avant tout un souci qui se conjugue avec l'écologie, Mhm. avec un retour à la nature. Donc, pour moi, cette deuxième vague féministe est plus complexe euh, que la première, et j'en veux pour preuve tout ce qui se passe au niveau des différents combats, que ce soit au niveau du sexe, au niveau du genre, au niveau de la race. Euh, on ne peut quasiment plus dissocier le combat féministe des autres combats des autres minorités. Et c'est vrai que quand on réfléchit bien, le patriarcat, c'est aussi une énorme hétéronormativité imposée, et qui confisque, au fond, pas seulement le corps des femmes, mais mais il y aussi a oui. Oui, vas-y. Il y a un paradoxe quand même, parce que nous ne sommes pas minoritaires, nous sommes Oui, majoritaires. effectivement, on est majoritaire. Donc, du coup, c'est pour ça que je ne m'inscris pas trop, moi, aujourd'hui, dans tout ça, parce que ce qui m'intéresse, c'est, alors bien sûr que les minorités doivent se battre pour leur vie, pour être reconnues, ça, c'est humain, c'est la base de l'humanisme, mais sur le terrain féministe, je trouve beaucoup que cette jeune génération perd
la notion sur le travail, la double tâche. Enfin, si, c'est un peu posé, mais la double tâche des femmes, c'est-à-dire que non seulement elles ont travaillé, moi j'ai fait ça, 43 ans de boulot et 43 ans de tâches ménagères. Alors non, j'ai délégué, hein, de fait, parce que j'avais les moyens de le faire. Mais je pense à une femme d'une catégorie plus modeste, eh bien, elle se tape double journée. Donc, je trouve que les jeunes femmes aujourd'hui ne posent pas assez la question du côté salarial, parce que c'est un droit, le travail, qui libère, même si c'est une aliénation par ailleurs. Et aujourd'hui, ça a un petit peu quitté au profit de moi, mon corps, moi. Oui, très bien, je suis d'accord. Mais on perd la dimension politique avec tout ça. On est dans le psychologisme, je suis d'accord avec, hein, j'écris là-dessus. J'écris là-dessus parce que, bon, voilà. Mais les luttes, je trouve qu'elles ne sont pas tellement sur marre de cette double charge sur nous, quoi. Effectivement, je pense que c'est une dimension, bah, oui, qui est toujours présente, hein. Au fond, j'ai eu la même vie que toi, c'est-à-dire les doubles journées, les doubles charges. Et voilà, j'ai élevé mes 3 enfants seuls Ah, en dis donc. travaillant. Et Bah donc, oui. effectivement, c'est un, je crois que c'est quelque chose qui, de toute façon, est toujours la norme. Les tâches domestiques, la garde des enfants, etc., sont majoritairement dévolues aux femmes. Et la paupérisation, elle est toujours féminine. La paupérisation touche euh, une majorité de mamans solo. Oui, c'est Euh, ça. c'est une des franges de la population les plus pauvres, tout comme l'accès à la propriété est beaucoup moins importante pour les femmes que pour les hommes. Et effectivement, en fait, tous ces clivages patriarcaux sont toujours d'actualité. Mm. Ce qui change ici, à mon sens, c'est que les gender studies, tout ce qui se tout ce que se tisse aujourd'hui au niveau autour du genre euh, fait compter avec le fait que le genre, c'est aussi une construction sociale. Et que, par exemple, moi, ça me parle parce que, au final, j'ai dû répondre à toute cette codification sociale pour être une femme soi-disant naturelle. J'ai dû faire des régimes amaigrissants, j'ai dû m'épiler, j'ai dû porter des soutiens-gorge, j'ai dû répondre à ce prisme que m'imposait le Exactement. patriarcat pour me reconnaître féminine, pour me reconnaître femme. Et, ce diktat est en train de sauter aujourd'hui, je pense, par l'émergence de cette question. Oui, mais au fond, comme le dit Judith Butler, le, le, le genre, c'est une construction sociale et à partir de là, on peut commencer à chercher ce que c'est qu'être une femme. Ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, en tant que femme, c'est d'échapper justement à ce prisme patriarcal qui m'a dit comment contrôler mon corps, quoi faire avec, comment m'habiller, euh, combien je devais peser, Mm. comment je devais organiser mon quotidien, combien de verres je pouvais boire sans être vulgaire, etc., etc. Je veux dire que dans tous les détails de ma vie, ce patriarcat s'est infiltré pour que je sois une femme naturelle. Ouais. Mhm. Et Mais cette image-là, je la refuse. ah ouais, ouais, je comprends, mais c'est vrai que c'est un long cheminement et c'est un long combat. Je dirais aussi un combat qui est relatif d'abord à une réelle prise de conscience, évidemment sur le plan collectif, mais aussi évidemment sur le plan individuel, parce que si parfois on attend que le collectif bouge, soi-même, on reste coincé dans une situation qu'on n'a pas forcément envie de vivre, donc on est effectivement un peu tributaire du coup d'un patriarcat qui ne bouge pas beaucoup. Mais en même temps, évidemment, lutter quelque part contre une ambiance générale, c'est quand même pas évident, hein. Tu parles de l'épilation, j'imagine que si vous allez à la plage ou vous allez à la piscine et que tout est épilé, ben, se dire, moi j'ai des gens qui ne sont pas épilés, ça paraît idiot, mais il faut pouvoir l'assumer aussi. C'est ça. Donc la dictature des apparences, elle est quand même extrêmement forte si on veut justement
pour le coup, être un peu passe-partout, être dans le moule et quelque part plaire, parce qu'il y a toujours aussi ce problème de je ne peux réellement m'affirmer, être moi que dans le regard de l'autre aussi. Donc il faut que l'autre puisse me renvoyer une image positive. Or, c'est évidemment le fait d'être quelque part atypique en tant que femme, parce qu'on refuse le patriarcat, c'est aussi prendre évidemment le risque de ne pas être reconnu comme une femme telle qu'on l'entend dans la société de manière générale. Donc là, il doit y avoir aussi, j'imagine, une sorte de combat qu'il faut assumer et éventuellement vivre ça plutôt de manière isolée pour le coup. Mais en Alors, fait, on est en plein dans ce combat-là parce que quand tu vois les Instagrammeuses qui ont aujourd'hui, ou les influenceuses qui ont une vingtaine, une trentaine d'années et qui revendiquent justement bah, le fait de sortir sans maquillage, de ne pas porter de soutien-gorge, de leur ne pas prendre sous les bras, oui. voilà, de revendiquer aussi de pouvoir porter des vêtements unisexes, etc. Bah, c'est une des tendances qui s'affirme aujourd'hui où on voit bien qu'au fond, ben, l'objet du désir tel que la femme a toujours dû euh, se Dire quoi, oui, correspondre, auquel au fond répondre. ben, on a dû correspondre parce qu'on est formaté pour et que en dehors de ça, ben, on n'était pas une femme. Aujourd'hui, ces lignes-là sont en train de bouger. Ces cadres-là sont en train d'être ébranlés, notamment grâce à toutes ces questions qui affleurent au niveau du genre. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Mhm. Oui. Mm. Mais c'est Alors, vrai que je dans les, peux dans, dans les défilés de mode, quand tu vois un défilé de mode, par exemple, ça reste quand même des femmes extrêmement, enfin, les mannequins, quoi, hein, c'est-à-dire un mannequin, ça reste quand même effectivement une femme fluette. Et quand de temps en temps, il y a certaines marques qui osent un peu sortir des clous en disant, voilà, une femme, c'est aussi ça. Et alors, on voit effectivement des vergetures, un, euh, un peu plus dans le bon point, ce que normalement, effectivement, naturellement, on a. C'est parce que de nouveau, on est acculé à devoir prendre des crèmes enfin, vous êtes acculé à devoir prendre des crèmes et toute une série d'obligations qui font que vous devez garder absolument la ligne, mais c'est évidemment pas naturel. Mais au quotidien, tu dis effectivement que ça change. Et en même temps, moi, j'ai l'impression, quand je regarde autour de moi les publicités, etc., à la radio, à la télévision, dans les abribus, toutes les pubs, c'est quand même encore des femmes qui sont extrêmement, pour le coup, typées avec avec entre guillemets le cours de rêve tel qu'on l'a inculqué. je peux peut-être préciser des choses dans les années 70 encore, parce que c'est important l'historique, parce que nous, enfin, la génération à laquelle j'appartiens, rêvait par exemple d'une sexualité libre, mais elle rêvait pas de pornographie. Elle rêvait de la possibilité qu'avait une femme d'avoir des amants comme elle le souhaitait, sans avoir à donner des explications, et que tout ça, elle souhaitait même des crèches pour que les enfants soient élevés, pris en charge de façon à libérer les mères de la charge de travail. Et tout ça a été gommé par tous les régimes qui se sont succédés. Ça a été terminé. On n'a plus jamais parlé de cette bataille des crèches pour libérer justement les femmes qu'elles puissent travailler. Parce que je vais vous dire, une femme qui travaille et qui a de l'argent, les hommes vont la reconnaître comme une femme. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je n'ai aucun problème. Demandez à une ouvrière et tout s'ils ne vont pas la contraindre, etc. On est libre quand on a son salaire, quand on peut dire merde. Oui, c'est ça, mettre ses limites, quoi. Tu vois, on met sa limite. Et du coup, eh ben, on ne fréquente que les hommes de bonne compagnie, hein, comme toi. Non, mais je veux dire, c'est vrai, il y a énormément d'hommes charmants, énormément d'hommes charmants. Et je pense que c'est ce combat-là, c'est avec ces hommes-là d'ailleurs, Mhm. qui se mènent. Mais politiquement, ça n'est plus repris par personne. Les crèches, plus personne ne réclame de crèches, de structures pour décharger dans la vie de famille les femmes. Et on apprend au détour d'un sondage que seulement 2% des hommes ont la charge de ménage et de tâches ménagères à la maison. Ouais. Mhm. Ça ne peut pas le faire. Éléonore, tu voulais rebondir sur ce qu'avait dit Bettina?
Oui, dans la mesure où je pense que les choses ont bien ont évolué indéniablement, Oui, mais on reste toujours sur les mêmes modèles économiques. Par exemple, on reste dans de l'ultralibéralisme, on reste dans la même répartition du pouvoir, la même répartition des finances, la même répartition de l'autorité. Et ces fondements-là, au fond, ont très peu bougé. Et tout il à fait. suffit de voir dans les pays, en fait, j'ai l'impression, quand on regarde ça à plus grande échelle, que c'est des mouvements d'avancée et des mouvements de recul aussi. Bon, par exemple, la semaine dernière, à Édimbourg, a élu une rectrice qui est une femme noire et qui disait, mais au fond, le Congo, l'ancien Congo belge a beaucoup à apprendre à l'Écosse parce que nous, on a bouté le colon dehors en 60 et l'Écosse ne parvient pas à être indépendante de Ouais, du l'Angleterre. Royaume, oui, de l'Angleterre. Alors du coup, on voit ces mouvements-là. En Pologne, bon, on voit des mouvements hyper engagés, hyper forts en Argentine, au niveau de l'IVG, etc. Par contre, on voit des pays comme la Pologne qui reculent. Et donc, on a le Mmh. sentiment comme ça que on fait des avancées, il y a des reculs, mais qu'on ne change pas réellement de paradigme. C'est ça. On ne change pas réellement les fondements de à qui appartient le pouvoir, comment il s'exerce, euh, qui sont les riches, qui sont les pauvres. Voilà, on est toujours, D'accord. au final, dans la même position. On a juste eu des aménagements homéopathiques. Mais en même temps, les inégalités, c'est toujours pour nous. Mm, L'appropriation de notre corps par les hommes, c'est pareil. aussi toujours pour nous. La culture du viol, elle a été dénoncée par MeToo, mais c'est il y a 3 ans et on voit combien les lois, elles ont du mal à passer. Mmh. Le plafond de verre, c'est tout pour nous. Le sexisme, c'est tout pour nous. Et donc, Quand tu regardes, un- Éléonore, quand oui, tu regardes les assemblées du monde, j'avais un copain récemment là, qui a partagé un statut très rigolo. Enlevons les femmes des quand on enlève les femmes des assemblées, pardon, non, Ah quand ouais. on enlève les hommes des assemblées, oui, et il oui, reste une femme oui, là, deux ici. je l'ai vu. C'est Oui, lamentable. effectivement. Donc C'est ça, on reste sur les mêmes choses. Et c'est là que je me dis, mais au fond, est-ce qu'on ne nous a pas donné des petits aménagements homéopathiques pour nous faire taire et pour calmer le jeu, alors qu'on est toujours au final sur le même scénario de base qui se joue, quoi. exactement, Mmh. exactement. Politiquement, rien n'a changé. Voilà. Et économiquement non plus, Et Bettina, tu vois, économiquement, économiquement, voilà, voilà, c'est toujours les femmes les plus précarisées. voilà. Ouais. Mais on peut dire, comme tu le disais, que des mentalités, c'est-à-dire des vouloirs, des volontés, des bonnes volontés s'expriment. Mais si au bout du compte, les faits ne sont pas là, ça rime à rien. Donc Non. pour moi, faut tout changer. J'ai le sentiment aujourd'hui aussi que le combat, il ne porte pas, on n'attend pas tellement dans la nouvelle mouvance, on n'attend pas tellement du politique, on n'attend pas tellement du juridique. J'ai au contraire le sentiment qu'on attend énormément des associations parce Tout que à les fait. principaux mouvements ici Mm. sont terriblement associatifs. Ce sont des collectifs de jeunes femmes qui occupent l'espace public, qui vont la nuit placarder des choses dans des endroits où elles ne peuvent pas le faire et qui C'est ça. organisent véritablement une guérilla. Alors, c'est vrai que c'est les seules possibilités qui sont laissées, mais le pouvoir politique devrait prendre la mesure de la catastrophe planétaire Oui, qu'il organise. Et les hommes vont avoir du mal à un moment, je pense. Il, il faut qu'ils s'en aperçoivent assez rapidement parce que je crois que ça va pas durer, quoi. Voilà, les femmes ne veulent plus faire d'enfants en Mmh. Italie, en Allemagne, Mais ce qui est déjà. incroyable évidemment quand je vous entends aussi, c'est de me dire évidemment que cette situation, ça fait des siècles qu'elle perdure et que
toute remise en question, pour le coup, c'est un véritable accouchement. Ça se fait toujours dans la douleur, et que quelque part, les droits des femmes ne sont jamais acquis. C'est-à-dire qu'il peut effectivement y avoir toujours une révolution, il y a un retour en arrière. Et chaque fois qu'une femme essaye un petit peu de s'émanciper, il y a toujours aussi le retour de bâton, hein. Moi, je voulais quand même reprendre un texte qui, à mon sens, s'inscrit bien dans ce que nous sommes en train de dire, et je vous inviterai après à y réagir. C'est un extrait du livre de Annie Leclerc, intitulé Paroles de femme, donc ça tombe bien. Et elle dit ceci: tant pis pour lui, en parlant de l'homme, il faudra que j'en parle, des jouissances de mon sexe, non, non, pas les jouissances de mon âme, de ma vertu ou de ma sensibilité féminine, les jouissances de mon ventre de femme, de mon vagin de femme, de mes seins de femme, des jouissances fastueuses dont vous n'avez nulle idée. Il faudrait bien que j'en parle, car c'est seulement de là que pourra naître une parole neuve et qui soit de la femme. Il faudra bien divulguer ce que vous avez mis au secret avec tant d'acharnement, car c'est là que se font toutes nos autres répressions. Tout ce qui était nôtre sans être vôtre, vous l'avez converti en souillure, en douleur, en devoir, en chiennerie, en petitesse, en servitude. Après nous avoir réduites au silence, vous pouviez faire de nous ce qui vous convenait: domestique, déesse, jouet, mère poule ou femme fatale. La seule chose que vous nous avez jamais demandé, avec une réelle insistance, c'est de nous taire. À vrai dire, on ne peut guère exiger davantage, au-delà, c'est la mort qu'il faut exiger. C'est notre silence et l'éclat triomphant de votre parole qui ont pu autoriser le vol de notre travail, le viol de notre corps et tous nos asservissements béats, nos martyrs silencieux. Magnifique. Voilà. Très beau texte. Très beau. Tout à fait. C'est le silence, la loi du silence. Oui, et la loi du silence, encore plus dans ce dans ce que l'auteur vient d'évoquer là, on voit bien combien la jouissance féminine, par exemple, Alors, est restée tabou, et combien, encore aujourd'hui, le clitoris reste tabou. En fait, j'ai entendu que l'image en 3D du clitoris, la première image en 3D date d'il y a 10 ans, alors que l'appareil génital masculin est en 3D depuis bien plus longtemps. oui, oui. Et donc, C'est plus il y a- visible. Oui, non, c'est vrai, c'est interpellant, hein. C'est interpellant. C'est comme si c'était des choses cachées, tabous, sales, qui devaient effectivement rester cachées, du coup. Et le simple fait d'avoir le schéma du clitoris de manière effectivement, je veux dire, complète dans des ouvrages scolaires, effectivement, c'est tout récent, hein. Et en biologie, quand on voit effectivement les coupes de l'homme et de la femme, on voit effectivement que c'était complètement, enfin, c'était pratiquement effacé chez la femme, alors que chez l'homme, les choses étaient clairement. en fait, oui, on a insisté sur le vagin, et le vagin est devenu le lieu de jouissance féminin, mais là, il y a eu un déplacement aussi parce que ça correspondait à la sexualité de l'homme par pénétration, Oui, oui, c'est ça, alors que pénétration. la jouissance de la femme passe par le clitoris, et Aussi. donc aussi, et donc que, au fond, le seul organe chez une femme qui soit uniquement fait pour le plaisir, c'est le clitoris, puisque le vagin sert à d'autres fonctions, notamment au niveau de l'accouchement, etc. Donc, le clitoris a quand même été passé sous silence. On a souvent hiérarchisé, par exemple, les femmes vaginales, clitoridiennes, enfin, voilà, tout un tas de... Il a même été excisé en Afrique. Oui, voilà, oui. Alors, par exemple, je voudrais revenir sur justement le faire l'amour, parce que la pornographie, mais c'est insensé de voir ça. Je suis pas une vertueuse, hein. J'adore le sexe, mais c'est insensé de voir parfois la façon dont les mecs prennent des femmes. Non, mais on dirait des hussards Oui. à l'attaque de je sais pas quoi. Ils savent pas du tout que faut aller lentement, faut savourer, faut sentir l'autre. Ils sont là. Bon, je trouve ça d'un ridicule. Non, mais Oui, on est un petit peu quelque part dans toujours le cliché binaire, le pouvoir et le service, et plutôt l'asservissement, hein. L'homme prend son plaisir, et la femme finalement elle est au service de l'homme. C'est aussi un peu ça. Je pense que la femme n'est pas censée prendre du plaisir dans ce type de relation pornographique. La femme effectivement est au service de l'homme pour assouvir les besoins.
Mais, mais Pascal, c'est horrible parce Oui, qu'il on est bien d'accord, mais je dis effectivement que ne peut même pas c'est ce sentir qui sa se cache jouissance. derrière, en fait. Oui, Mais lui-même se prive de sa jouissance en faisant ça, en oui. plus. Mais ça, c'est On un a élément l'impression important. Ça, c'est un élément important aussi, effectivement, que tu donnes, c'est que à un moment donné, je trouve que la femme, évidemment, est tributaire du patriarcat et l'homme, quelque part, lui-même aussi est tributaire du que patriarcat parce que ça ne rend personne heureux, oui, en fait. Donc, il y a exactement. un changement de regard à poser sur la femme pour que la femme se sente mieux et que, quelque part, l'homme aussi ose être pleinement lui-même Et avec sa oui, part féminine aussi. Et, pleinement, là, il se coupe et voilà, les ailes un peu. et ce côté Hein. effectivement tendre qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir chez un homme, quoi. Je pense que on l'avait déjà dit, mais c'est vrai Ah que moi, oui, ça m'avait très fort moi, frappé quand j'étais gosse. bah, c'est ça. Oui, Et oui. moi, je suis catastrophée de voir ça. Parce que je pense que les hommes sont dans une très grande souffrance, en fait. Je suis une Oui, féministe. Je pense que les hommes souffrent. Et en plus, ils souffrent d'une chose terrible, c'est que du coup, ça crée une peur de venir à notre rencontre vraiment. Et, et on perd tout, du coup. Ah On oui, mhm. perd tout le bonheur. On perd tout le bonheur. ouais, Et c'est Et vrai que, oui, c'est vrai que ces images pornographiques, je ne sais pas dans quelle mesure c'est pas tout aussi aliénant pour pour les un hommes. homme, Je pense que c'est tout aussi aliénant et je pense que le patriarcat est tout aussi aliénant sous d'autres formes pour les hommes parce que les idéologies tout à fait. virilistes font des dégâts invraisemblables. C'est Et on interrogeait il n'y a pas longtemps de jeunes gars qui osaient prendre la parole, mais ils étaient minoritaires hein, en disant que voilà, c'était quand même un gros tabou, que pour la première fois, ils osaient par exemple parler du plaisir que leur procurait un massage prostatique, alors mm, que voilà, on touche là à une zone qui, chez l'homme, voilà. euh, rejoint les pires fantasmes, quoi, hein, Mm, les mm. pires humiliations, la mm, pire honte. tout à fait. C'est exactement ça. C'est toujours un peu le paradoxe, hein, c'est que il y a toujours une sorte de, quelque part, d'extrême pudeur et en même temps d'extrême dévoiement de la sexualité parfois. Je veux dire, aller toujours plus loin de la sexualité, dépasse, enfin, plus de tabou, etc. Mais en même temps, parler simplement de la sexualité reste quand même parfois aussi extrêmement complexe. Donc, il y a là quand même quelque chose d'extrêmement bizarre. Ça. Euh, Et on ose une entre guillemets tout très grande faire, on résistance. regarde énormément, mais en même temps, quand il s'agit réellement de parler de soi et de sa sexualité, à ce moment-là, de fait, ça devient Mm. subitement tabou et la gêne s'inscrit. Donc, on voit bien que le rapport au sexe n'est pas quelque chose du tout d'évident au quotidien. Ce qui Ou alors, rejoint un le petit peu sexe, la religion. en fait, le sexe est souvent évoqué au niveau des hommes par le pouvoir qu'ils prennent sur la femme et pour le pouvoir qu'ils prennent sur le corps de la femme, le pouvoir le contrôle qu'ils exercent sur le corps de la femme, comme par exemple la dictature de la jouissance, où au fond, l'homme exige de la femme qu'elle ait un orgasme et où c'est pour lui une espèce De de Graal. De Graal. oui, c'est ça, et de valorisation narcissique. Hmm, Et c'est pour ça qu'il y a tellement de femmes qui simulent aussi, d'ailleurs. Hein. Je pense que, bon, ben voilà, la simulation, elle répond à une attente aussi. Il ne bien faut sûr. pas se leurrer, quoi. Hmm, Et je voudrais ajouter quelque chose au niveau physique, physiologique. Quand on dit, l'homme dit, je vais te prendre, je vais Hein. prendre cette femme. Mais c'est l'inverse qui se fait. C'est nous, avec les contractions vaginales, qui Bien retenons. sûr. Ouais. C'est nous qui prenons. Je renverse tout, moi. Je renverse tout. J'ai envie de tout renverser. Mais Et ce serait vachement chouette. tu l'as Ce serait souligné, vachement chouette. tu l'as souligné au niveau de l'origine justement de ces, euh, de ces assignations de genre. Euh, et tu as l'impression que quelque part, consciemment ou inconsciemment, même si en Occident on s'est beaucoup débarrassé de la religion, tu as l'impression que dans les couples où pour la femme l'image de sa propre sexualité est encore quelque part, je dirais, influencée par la religion judéo-chrétienne, ou bien
toi, de ta génération, tu as l'impression d'avoir fait le tour de la question et d'avoir réellement coupé les ponts, je dirais, et ne plus du tout être conditionné par des siècles de judéo-christianisme. Alors, moi, je peux dire une chose, c'est que je ne suis pas baptisée, je ne suis pas pratiquante, je ne suis pas croyante. Ça fait beaucoup de choses. Mm. Et j'ai subi cette religion et je l'ai décrite dans un texte que j'avais sur ma vision de la religion petite fille. Moi, quand j'allais dans une église, je voyais une messe, je me pensais au théâtre, je trouvais ça très beau. Il y avait des couleurs violines, écarlates, blanches, des dentelles, des trucs, ça sentait l'encens et tout. Bon, pour moi, c'était une représentation. Et donc, je l'ai subi quand même, puisque tout le monde te dit, ah ben non, ça, faut pas le faire, ça. Mais je pense que c'était moins prégnant chez moi. Le poids était beaucoup plus léger Mhm. parce que j'ai pas eu non plus, j'ai pas eu à me battre par rapport aux messes, à la communion, aux trucs. J'ai pas eu ça. J'ai pas appris. J'ai dû lire la Bible pour passer mes concours de lettres. Mhm. C'est ça. Mais Parce que c'est, dans tous les textes, bah oui, dans tous les ouais, textes, tu as ça, des traces. ouais. Et Mhm. moi, je n'avais pas de catéchisme. Oui, c'est déjà un élément effectivement extrêmement important qui te permet de ne pas être, j'ai envie de dire, formaté, conditionné comme d'autres qui ont pu finalement naître et grandir dans une famille Mm. très croyante. Et toi, en Justement, fait, Éléonore, toi, oui, oui. tu as eu. Non, je n'ai pas. Je pense qu'effectivement, c'est indéniable que voilà, les monothéistes, les monothéismes ont confisqué le corps de la femme, ont voulu le Formaté, quoi. contrôler à l'extrême et ils sont bien parvenus. Maintenant, personnellement, dans mon éducation, non. Par contre, je ne sais pas si j'ai vécu une autre aliénation, moi, qui était celle d'avoir été transformée en objet sexuel très, très tôt, dès l'âge de 4 ans, où là, au final, tu es face à une autre forme d'aliénation à toi-même et à ton corps et à ta sexualité, parce que dans les violences faites aux femmes, euh, c'est une autre forme d'aliénation que celle des religions, et ça relève aussi du patriarcat. Alors, Mm. ce n'est pas sous forme d'injonction, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, sois soumise, etc. Mais c'est d'autres formes d'injonction où si tu veux être accepté, si tu veux être aimé, si tu veux avoir une place, tu dois être un Accepte. objet Ah, sexuel ah. et Mm. répondre au désir d'autrui. Et donc, à ce niveau-là, effectivement, il n'y a pas à proprement parler d'idéologie religieuse qui entre en jeu. Il y a une autre idéologie qui est à nouveau une autre facette de l'idéologie patriarcale, Oui, la qui est de dominance. transformer la femme en objet sexuel. Ouais, bien sûr. Oui. Et celle-là, je l'ai Ça, vécu, oui. c'est un peu la question que je voulais effectivement poser, c'est finalement dans votre vie de femme, de quelle manière le patriarcat vous avez peut-être le plus impacté. Donc c'est pas simplement quelque chose qui, voilà, au quotidien c'est un peu gênant, on en prend conscience, mais voilà, entre guillemets c'est gérable. Euh, mais à côté de ça, qu'est-ce qui éventuellement, hein, c'est pas tout n'est pas forcément passé par ce que dit effectivement Éléonore, mais toi peut-être Bettina, dans ta vie de femme, tu as l'impression que le patriarcat t'a pour le coup aussi impacté de manière extrêmement forte, au point quelque part d'avoir dû mettre des dizaines d'années parfois à essayer de te reconstruire en tant que femme. Alors, moi, c'est particulier parce que en tant que femme, j'ai épousé, moi, un ouvrier qui a passé des concours internes, puis est devenu cheminot, enfin, etc. Bon, ça a été un long cheminement, mais lui, il était soumis à un travail de poste très dur en 4-8. Hein. Donc, tous les 4 jours, ça changeait, 2 jours de congé, donc pas de week-end, etc. Donc, là où j'ai souffert, c'est
non seulement du patriarcat, mais du capitalisme, de l'exploitation capitaliste. C'est-à-dire que le corps de mon homme n'était plus à moi, presque jamais, où il fallait que j'ai corrigé les copies après avoir fait le ménage, pendant que les enfants dormaient, pour être prête pour lui, au moment où il arrivait de son boulot, crevé. Donc, voilà. Donc, tout ça, je pense, tu vois, je mettrais le féminisme au centre du travail à faire pour que les couples aillent bien. Parce que c'est donc la structure globale de la société qui me semble inadaptée à la vie que doivent mener, la vie épanouie et harmonieuse que doivent mener un homme et une femme. Et donc là où j'ai eu à souffrir, c'est que je faisais tout ça. J'étais l'espèce de pilier qui réglait tous les problèmes, le médecin, les vêtements, tu vois, l'école. Enfin, il m'aidait beaucoup, hein, il allait les chercher, il pouvait faire des repas. Il avait pris conscience tout à fait de ça. Il était militant politique comme moi, donc bon, on était conscient. Mais quand même, comme il était surexploité dans ce travail un peu de force aussi, par moment, enfin au début surtout, bah, ça retournait sur moi. Ça retombait sur moi. Et donc, j'ai eu à en souffrir. Par ailleurs, dans mon travail, j'avais aussi des cadors qui arrivaient, qui savaient tout. Des mecs, ils arrivaient, ils savaient tout. Et moi, petite souris, je disais, ah, mais tu ne crois pas que, mais tu ne penses pas que, il fallait prendre des gants. Je n'ai pas voulu épouser un prof de fac pour ça, ou un intellectuel. Je n'avais pas envie d'être son esclave. Je le dis ouvertement, hein. Voilà. Pourtant, j'aurais adoré avoir des discussions formidables à bâton rompu, mais tant pis. J'ai préféré ça pour d'abord rester consciente de tout, pouvoir et pour pas être écrasée, hein. Alors bon, peut-être que le couple Badinter, qui est un bel exemple, ça marche bien, hein, ça va. Peut-être qu'il a pas du tout été comme ça, mais la plupart du temps, c'est aussi difficile dans le milieu plus intellectuel, je trouve. Je pense que c'est difficile dans tous les milieux. Et je pense que quand on regarde les violences faites aux femmes, ou bon, sans aller jusqu'au féminicide, mais on voit bien que tous les milieux sont concernés, toutes les classes sociales sont concernées. Ouais. Je pense que ces violences atteignent les femmes, quel que soit le milieu social dont elles font partie. Ah oui, oui, c'est ça. Tu as toi-même eu des soucis? Non, je n'ai Non. pas eu de soucis en termes de violence physique, mais par contre, voilà, je pense qu'il y a très, très vite, quand il y a couple, il y a très, très vite rapport de force, tentative de domination, surtout, moi, ce que j'ai vécu surtout, c'est la relation d'emprise, de la domination par l'emprise Encore. et donc l'emprise psychologique. Donc, ce qui est voilà, une forme De violence, de oui. domination, évidemment, et d'aliénation à soi. Mmh. Alors après, ça existe au masculin comme au féminin. Ça, c'est pas propre, ce n'est pas propre au patriarcat. Et Ce qu'est-ce qui est que propre au patriarcat, c'est d'enfermer la femme dans un modèle. Voilà ce que c'est qu'être une femme. Et si vous n'y répondez pas, eh bien, vous n'êtes pas une femme. Et c'est ce qu'on voit très bien aujourd'hui avec les personnes qui changent de genre, c'est de dire, mais si, moi j'ai été un homme, mais maintenant je suis une femme. Enfin, pas moi, hein, mais je veux dire, je prends un exemple. Je revendique mon identité de femme et je trouve que ça fait énormément de bien, ce champ d'investigation sur le genre, tout justement, pour ouvrir et décadenasser tout ce qui a défini la femme et son femme. rôle. Tout à fait. Et est-ce que tu ne penses pas que dans ton cheminement, la violence que tu as subie petite, d'emprise également, Mhm. sexuelle, s'est prolongée du coup dans ta vie de femme plus tard?
C'est un peu ça? Pendant 40 ans, oui, oui. Pendant 40 Ah, ans de ma vie, oui, oui, elle s'est rejouée, rejouée, rejouée comme un traumatisme se rejoue. Mais c'est donc, c'est vrai que là, on voyait aussi l'incidence, des violences sexuelles faites aux filles. Bah, c'est 8 filles pour 2 garçons et donc là, on est aussi quelque part, dans une position, où on est quand même typiquement les victimes des violences sexuelles, des agressions sexuelles. J'ai lu les derniers chiffres, une femme sur 2 tout au long de sa vie, une femme sur 2 a au moins été une fois victime d'agression sexuelle et donc c'est quelque chose qui est très, très récurrent, répandu, très très connu. répandu. Et sans compter peut-être, parce que moi, c'est ce qui s'est produit dans ma vie, à l'âge pareil, 13, 14, 15, les exhibitionnistes, parce qu'on a des tas d'agressions qui ne sont Oui, pas directes comme ça, Mm. d'attouchement forcément, mais qui sont sans arrêt. Voilà. Bon, Et les transports en c'est commun spécial. sont un Oui, lieu fréquent aussi c'est spécial, d'agression, de hein. maltraitance. le harcèlement de rue, c'est une pandémie. Mm. Quand on interroge les jeunes femmes aujourd'hui, c'est à peine si, elles osent porter une jupe, pour sortir dans certains quartiers. Mm. Enfin, c'est Mm. vraiment le harcèlement de rue, c'est quelque chose, qui a été banalisé, c'est quelque chose qui n'est pas puni et que subissent, je pense, une majorité de femmes. Oui, Ben oui, oui, tout à fait. ben oui, Mais parce que oui, de toute tu dis, façon, cette question. Oui, excuse-moi. non, il n'y a pas de souci, mais tu dis, Éléonore, effectivement, que ça arrive évidemment aussi dans le chef des hommes, mais c'est vrai que de manière plus fréquente, l'emprise, le harcèlement de rue, c'est quand même évidemment forcément plus souvent l'homme vis-à-vis de la femme que l'inverse. Ce qui fait qu'évidemment, malheureusement, sans doute que la minorité masculine qui est victime effectivement d'agissements de la part de femmes, bah, du coup, osera d'autant moins en parler aussi. Et peut-être que là, ça reste un sujet tabou aussi pour un homme de dire j'ai été sous l'emprise d'une femme, parce que son côté viril, son côté masculin, virilité, etc., évidemment, quelque part, en prend un coup. Hein, se dit enfin, Oui. comment tu es laissé mettre sous emprise par une femme, comment est-ce que tu acceptais un harcèlement, ça paraît quelque part quelque chose d'assez inuit dans ce sens-là. Et c'est pour ça que j'aimerais poser la question de l'être. Parce qu'en fait, homme ou femme, ces emprises, cette idée de domination, qu'elle soit patriarcale, parce que oui, elle l'est de fait, mais beaucoup d'hommes aussi peuvent subir, par une femme hein, d'ailleurs, c'est la question du pouvoir, en fait, qui est toujours posée. Oui, c'est C'est la la- question du pouvoir. Oui. c'est ça. Mm. Mm. Et mais en ça, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus nier le fait que, bah, bien on ne soit pas une minorité, on est quand même majoritairement, on ne peut pas aller contre les chiffres. C'est vrai que les hommes subissent aussi euh, du harcèlement, des violences physiques, des violences sexuelles, des La guerre. violences psychologiques, des relations d'emprise. Et en même temps, ça reste marginal par rapport au nombre de femmes qui sont exposées à tous ces phénomènes qui, au fond, sont banalisés et créent quelque part ce qu'on appelle la culture du viol. Mm. Oui, oui, c'est ça. Parce Et puis, que, voilà, ça reste c'est une majorité de femmes, hein. Et c'est un peu dans la sphère privée, d'où l'impossibilité au départ à en parler ou à dépasser le cadre. Parce que bon, les hommes souffrent dans la guerre, les hommes souffrent. On voit la souffrance des hommes. Mm. La souffrance des femmes, elle rejoint l'intime, elle rejoint le foyer. Ça a été difficile, ça, de sortir. L'espace domestique, encore une fois, parce Oui, qu'elles ne peuvent pas, elles n'ont pas de visibilité dans l'espace public. Elles c'est ça. n'occupent pas l'espace public. Oui, tout On à faisait fait. le tour de Bruxelles comme ça, un collectif faisait le tour de Bruxelles et regardait au fond dans le patrimoine culturel, architectural, sculpture, etc.,
combien il y avait de manifestations féminines. Eh ben, très peu, très, très peu. C'est minoritaire. Les noms de rue, c'est toujours l'homme. Les statues, c'est toujours Les des héros. hommes, des grands hommes. Hein, les grands hommes, hein, les grandes femmes, il n'y en a pas. Hmm. Et, euh, et quand Ah non, c'est une la œuvre grande femme, c'est féminine, un c'est pas cheval. mentionné. Voilà, c'est ça. Oui, ça reste, Non, mais l'espace public reste confisqué par l'homme. Hein. non, mais c'est horrible. Dans la grammaire même, on l'a vu, bon, ça c'est un petit peu courant ce que je vais dire parce que tout le monde le sait un peu, mais dans la grammaire même, c'est traduit, quoi. Euh, la maîtresse, voilà, le maître, comme tu disais, je ne sais plus, tu disais quel exemple déjà avant qui est probant, Éléonore. Là, tu as trouvé un exemple où on parle de, ah oui, la grande femme, l'homme illustre, enfin, Oui, le grand on dit un homme et la grand grande homme, femme. on ne dit pas une grande femme, quoi. Enfin, je veux dire, C'est ça. Hmm. Ben non. et ici, en Belgique, depuis cette semaine, notre ministre de l'enseignement Wallonie-Bruxelles, donc côté francophone, si tu veux, Oui. a dit qu'elle n'interdisait plus l'écriture inclusive. Et ça, c'est quelque part, je pense que c'est bien parce qu'il n'y a pas de raison de continuer à dire Madame le juge. Pourquoi? Oui. Alors là, bon, je pense que dans l'écriture inclusive, il y a des moments sur des trucs sur lesquels je suis moyennement d'accord parce que disons que c'est la grammaire. Comme d'habitude, la langue, c'est un arbitraire, hein. Oui, Non, tout à fait. donc, si on remet tout en question pour des questions idéologiques du moment, moi, je préfère qu'on donne un salaire aux femmes, qu'on les paye bien, qu'elles aient un travail. Oui, on est d'accord. Tu vois, la grammaire, bon, elle suivra, on dira pas une grande femme, mais on dira une femme, je sais pas, de talent. Bon, Oui, on s'arrange avec la langue, hein. Moi, ça me plaît pas trop. Bon, une auteure, oui, pourquoi pas, une autrice, mais que tout, on peut accepter tout finalement. oui, c'est Du à moment mon qu'on sens aussi. comprend. Effectivement, le signe linguistique, il est arbitraire, mais il est Oui, quand même le reflet d'un état de c'est société. vrai, On est quand même avec le langage sur une superstructure qui reflète un état de société, un c'est état. vrai. Moi aussi, tu sais, c'est en tant que linguiste, il y a des choses qui vraiment me heurtent dans Oui, certaines propensions ou certains jusqu'au boutisme de l'écriture inclusive. Et oui, néanmoins, je me dis, ça vaut le coup quand même de poser la la question parce qu'un question, dictionnaire, une langue c'est est ça. vivante et la langue va évoluer. Évolue, oui, Le dictionnaire évolue chaque année et donc c'est vrai, c'est le vrai. Oui, féminicide, tu vois, ça valait le oui, coup qu'on le nomme, à mon sens. Ça oui, valait le oui, coup que le mot féminicide figure dans le dictionnaire parce qu'au fond, oui, c'est c'est pas bien. c'est sa spécificité. Oui, oui. Non, Tu mais je vois. suis d'accord, en fait, sur la réflexion sur la langue, il la faut. Maintenant, est-ce qu'il faut une auteure ou autrice? Enfin, ça m'importe moins, le choix. Oui, oui, Mais la réflexion, le questionnement de la langue à ce niveau-là est énorme, quoi. oui, C'est une avancée quand même. C'est une avancée. Donc oui, c'est D'ailleurs, une avancée. moi-même, je m'appelais Bettina Auteur. Après, j'ai mis Bettina Autrice. Puis après, j'ai dit j'en ai ras-le-bol, Bettina, parce que Facebook veut un nom de famille. Bon, tant pis. Et je trouve que les noms se féminisent quand effectivement on parle d'une femme. Je trouve ça tout à fait normal et je pense que le phrasé, si tu veux, la lecture d'un livre ne va pas en pâtir, elle ne sera pas moins intéressante, la lecture moins belle. Par contre, ce qui est plus gênant personnellement pour moi, c'est quand on commence à mettre des points, tu vois, dans les mots pour féminiser et Oui, dans un même mot, alors on met un point et là, je trouve que ça heurte le regard et que Pas sur le plan pour de la lire. lecture, ça devient tout à fait, ça devient pratiquement illisible, quoi. C'est voilà. moins, Mm. Je pensais à quand je c'est parlais. pas joli, quoi. Oui. Non, et quand je pensais à écriture inclusive, je pensais à quelque chose de beaucoup plus modéré
où des noms apparaissent, tout comme Mmh. voilà, le fait que le mot féminicide soit apparu, le fait Oui, de c'est nommer quelque chose, c'est le faire exister. Et Mmh. exister, donc, tout à ce titre-là, c'est à fait. important parce que on ne fait exister quelque chose que si on le nomme. Tout à fait. Nous sommes structurés par le langage et toute la société est structurée par le langage. Si on ne nomme pas, Oui, ça surtout un n'existe crime. pas. C'est pour Ouais. ça que l'inceste aujourd'hui, chez nous, n'est toujours pas dans le code pénal et que donc voilà, c'est un crime avec certes des circonstances aggravantes, mais ça n'est toujours pas nommé. Ah, il n'est pas nommé dans Non, on le ne figure pas recensement dans, politique. c'est pas nommé, non. On lutte pour. Eh bien, Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Albert Camus. Je pense qu'il y Oui, a des, il y a des phrases comme ça qui sont lourdes de sens et d'où l'importance, on a commencé par là de justement donner de manière étymologique le sens du mot patriarcat. Ça permet justement aussi de voir de quelle réalité on parle et de nommer les choses pour ce qu'elles sont, hein. mmh, C'est aussi toujours un petit peu la question de la liberté justement de la femme qui parfois est tordue et finalement on prend une servitude pour une liberté en, en faisant finalement de la femme quelqu'un qui se sacrifie pour un idéal alors qu'en réalité effectivement elle est de nouveau, on était tout à l'heure, au service de l'homme et pas du tout à son propre service. mmh. mm. Et C'est, oui, c'est très marrant parce que tout ce qu'on est en train de dire là rejoint ce que je suis en train d'écrire, un roman sur la libération. C'est Ah ben une femme voilà. qui se libère. Voilà. Mais en disant ça aussi, je pensais à une situation évidemment, qui moi, me paraît de l'extérieur absolument paradoxale. Il y a parfois des femmes qui sont, je dirais, qui ont un statut, mais qui finalement, même si elles se rendent compte que l'homme a pris énormément de libertés, sans que ce ne soit effectivement avec l'accord de la femme, et des libertés, bon, qui sont parfois extrêmement, même pénalement répréhensibles, évidemment, si on pense à la pédocriminalité. Il y a des hommes qui se sont vraiment conduits pour dire les choses comme elles sont, comme des porcs. Et les femmes, en fait, restent et elles soutiennent, officiellement, elles continuent à soutenir ces hommes-là. Et là, quelque part, on se dit, mais Mmh. quel, quel est le besoin de ces femmes, finalement, à un moment donné, de ne pas pourquoi elles ne se dissocient pas, en fait? Pourquoi est-ce que, quelque part, elles ne reprennent pas leur liberté? Bon, moi, j'ai envie de dire, presque un cas d'école, c'est avec le président des États-Unis, l'ex-président des États-Unis, quand on voit effectivement la femme qu'il a et quand on voit effectivement cet homme politique qui n'est quand même pas extrêmement appréciable, sa femme, elle a tenu le rôle d'épouse de président, je pense jusqu'à finalement ce qu'il ait perdu son statut de président. Alors à ce moment-là, on a vu quelque part que les photos officielles, etc., elle n'était plus intéressée à jouer le jeu et à être sur la photo. Et donc elle prenait quand même quelques libertés. Mais sinon, de fait, on voit ces femmes qui non seulement restent, mais continuent à jouer le jeu. Et donc elles jouent un rôle, là, en fait. Elles ne sont pas Et elles-mêmes, elles jouent vraiment un rôle. je crois que c'est une histoire plus financière que idéologique, hein. Si les femmes ne travaillent pas, si les femmes n'ont pas d'indépendance, eh bien, elles sont soumises aux hommes sexuellement, affectivement, pour tout. C'est ce qui donne totalement l'indépendance de travailler, de gagner son argent. Tu crois On que c'est peut uniquement choisir. l'argent? Oui, c'est l'argent, je pense. Moi, je pense que c'est l'argent. Je pense que une fois, elles ont dû céder quand elles étaient jeunes à un réalisateur, par exemple, hein. Voilà. Donc, elles peuvent pas se dédire, se nier. Elles l'ont fait. Du coup, elles continuent à abonder dans ce sens-là. Et au départ, c'était sans doute parce qu'elles avaient besoin d'argent, parce qu'elles avaient besoin du rôle, de jouer. Tant oui, qu'on est soumis, euh, on passe par les fourches caudines voilà, de n'importe qui. On accepte tout pour manger. Hmm. et je pense que l'argent, c'est un élément très important de l'emprise aussi que les hommes exercent sur les femmes parce que on le voit très très bien, comme par exemple dans ce phénomène tout assez récent de la pornographie des jeunes filles, des jeunes femmes euh, encore étudiantes. Hmm. On voit très très bien
combien effectivement l'argent est un mobile, mais aussi que très, très vite, c'est la trappe de l'emprise qui va se refermer sur elle Oui, c'est ça. et qu'à un moment donné, je pense que les choses sont multifactorielles, elles s'en mêlent. L'argent se mêle à l'emprise psychologique, à tout un tas de facteurs environnementaux qui font qu'à un moment donné, le piège est refermé sur sa proie et que la proie ne sait pas comment y échapper. C'est ça. Et se sent pratiquement obligé de justifier le système. Oui, c'est ça. Parce que le patriarcat n'est pas justifié et n'est pas légitimé que par l'homme, hein. Je pense que Par c'est les pas. hommes. Tout à fait. Voilà, c'est ça, il y a quantité de femmes qui jour après jour, lui donnent sa légitimité également. Ce n'est pas qu'une affaire de sexe. Oui, tout à fait. C'est une complicité, quelque part. Oui, voire un renforcement. Voire un Vo renforcement. Voilà, il y a des femmes qui sont dans des fonctions où elles exercent le pouvoir, de manière, au moins aussi, patriarcale que l'homme. Oui, ce qui n'est pas forcément meilleur. C'est pour ça que je Ah parlais tout à l'heure de l'être. oui, C'est-à-dire, c'est ça. on en revient à la question, au questionnement sur l'être. Qu'est-ce qu'être au monde? Est-ce que c'est avoir le pouvoir? Le pouvoir de quoi? Eh De oui. mourir? Et puis, le pouvoir, comme tu dis, ça me fait penser, à Starhawk, qui est, au fond, une des leaders, de l'écoféminisme, aux États-Unis et qui posait cette question intéressante, au fond, de savoir, pourquoi est-ce que, le pouvoir, ce serait, d'avoir de l'argent et pourquoi est-ce que le pouvoir, ça ne serait pas, par exemple, de prendre soin de quelqu'un? Ah bah oui, on peut tout renverser aussi. On peut tout- Mais c'est le système qui bride, bien sûr. C'est ce C'est ça. système économico-politique qui bride l'ensemble et qui nous tient, quelque Oui, part, qui nous tient. mais Ouais. qu'on peut c'est pour ça que je tiens très fort, à cette idée de changer de paradigme. C'est pas, en faisant un peu plus de la même chose, qu'on va y arriver. C'est vraiment, En Chine, heu en changeant radicalement, tout à fait. la manière de penser. C'est par exemple, en sortant le droit des femmes des contingences culturelles, religieuses et tout ce qu'on veut, il doit y avoir, par exemple, un droit des femmes universel. Oui. Ça, c'est aussi un sacré Non, ben, débat, hein. Mm. Non ben, contingent. moi, Bah oui, j'aimerais que la femme soit un être comme tout le monde, point. oui, mais Qu'elle un être soit comme un tout le être, monde. qu'elle soit un être vivant. À la limite, je pose la question de l'animal. Oui, de plus en plus, ça me préoccupe. Mmh. Euh, L'Indien parlait de l'animal comme de son ami, hein. Il lui Oui, demandait pardon de le tuer, hein. Pour manger. Alors, on peut en rire, on peut non, au contraire, moi ça me touche beaucoup. Un être, voilà. Qu'est-ce que respecter l'être? oui, On en est là. oui, on en est Et là. Mais, en fait, là aussi, il y pour a les eu, hommes ou les femmes, hein, oui, pour les hommes et là les aussi. femmes. Bien sûr. Et là aussi, il y a eu tout ce mouvement justement de dissociation, de l'humain par rapport à la nature, qui date de Descartes, hein, et qui au fond maintenant, ne tient plus parce qu'on voit, effectivement qu'il y a, sans aller jusqu'aux théories interspécistes, il y a un rapprochement et une lutte pour un rapprochement avec la nature et le respect, des autres espèces. Parce qu'au final, on voit bien comment, l'extinction des espèces sauvages, s'est accélérée, ces dernières dizaines d'années. Et tu sais, je finis Mm. par me poser la question, comment peut-on rester humaniste, seulement humaniste aujourd'hui?
Je me Ça, pose cette question. ouais. Et ça demande finalement un sacré passage de l'égotisme à l'altruisme, hein. C'est toute une vertu. Enfin, je veux dire, Tout à fait. c'est vrai qu'évidemment, quelque part, vivre uniquement pour soi n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en Ni même de temps, sens. ni sens. Mais c'est vrai que en même temps, entre la prise de conscience et la possibilité de fait d'être ouvert aux autres, le question dans certaines circonstances, de se mettre à la place des autres et de les mettre en priorité, c'est un sacré Et- travail sur soi aussi, quoi, hein. Oui, c'est Mhm. ça. Je voulais vous partager en fait un second extrait de livre, cette fois-ci de Benoît de Groult, Ainsi soit-elle, qui résume aussi, je pense, en partie ce que nous avons dit. Et elle dit ceci: Et les femmes prises dans la toile d'araignée des foyers, des lois et des tabous, souvent épuisées pendant les meilleures années de leur vie par une fécondité qui était dans ces sociétés une condition de survie, ont fini par vivre leur destin comme malédiction, souillure et douleur. Comment a pu s'opérer cette escroquerie, dira-t-on? Eh bien, il suffisait de commencer par le commencement. Ayant appris la précaution d'écrire eux-mêmes la Genèse, les Évangiles, l'Ancien et le Nouveau Testament, les fondateurs, tous mâles de notre religion judéo-chrétienne, purent faire remonter l'indignité de la femme à la première femme. Pas de chance, Ève, dès le début, vous voyez. Pour se débarrasser par la même occasion de cet ennuyeux pouvoir créateur de la femme, ils eurent l'aplomb, contrairement aux données évidentes de l'expérience, de faire naître Ève d'une côte d'Adam. Pas de chance, Ève, mais Adam était là avant vous. Mon témoignage est formel. Oui, mais alors ça, génial, quoi. Benoît de Ouais. Groult, bah, Oui, ce sont nos mères, hein. Ce sont nos mères en féminisme, oui, toutes ces femmes extraordinaires qui ont écrit et qui ont osé, les Gisèle Halimi, bon, Mm. moi, ce sont mes mères, hein, toutes. Euh, bon, c'est génial. Bah oui, c'est la religion, la Genèse, voilà. Et puis la tentatrice. Et puis, mais qu'est-ce qu'on nous fiche sur le dos, quoi. C'est toujours la faute, quoi. Voilà, la faute, la mais faute. dans les trois monothéismes, hein, c'est pareil, hein. Je pense que voilà, moi Mm. voilà, je suis pas du tout théologienne, je ne suis pas non plus religieuse et donc je me garderai bien de commenter quelques textes sacrés que ce soit, parce que bon, je ne saurais pas le faire. Et au niveau des exégèses et des exégètes, il y en aura toujours un pour me dire oui, mais non, mais tu n'as pas compris, c'est pas ça qu'on veut exprimer, etc. Donc, Ouais. bon, moi, mais en tout cas, le constat, il est là, c'est que les monothéismes, chacun veulent contrôler la femme et la confiner à un état de soumission euh, permanent. Ah oui. Oui, c'est ce que On- je disais. Les voiles d'aujourd'hui, c'était les fichus des années 50. Bah Je le oui, rappelle à tout le monde. Mm. bah oui, Ma grand-mère me disait à 15 ans, mais tu ne vas pas sortir en cheveux. Bon, donc, Ben oui. on eh oui. était, voilà, on sort tous de ce même moule Mhm. et, et auquel, alors effectivement, moi je suis comme toi, je trouve que ce sont de beaux textes sacrés, de belles histoires. Alors effectivement, le génie du christianisme à Chateaubriand, voilà, un, un puits plein de réservoirs d'images, etc. D'accord. Et parfois de choses qui approchent la vérité humaine, sa condition, la souffrance, etc. Mais enfin, qui après referment tout, quoi. Hein. Et Mhm. comme tu disais tout à l'heure, Pascal, on a besoin d'ouverture. Mm. Mhm. Disons que les textes sacrés ne doivent pas être pris trop à la lettre, sinon effectivement on est perdant sur le plan de sa propre humanité, de son chemin personnel, hein. Mais en fait, on parlait aussi en off tout à l'heure d'une écrivaine que nous aimons bien, et qui pour le coup est effectivement aussi une femme, Charlotte Chavan, qui a écrit son dernier livre, Ces êtres sans pénis. Et donc, je pense que là aussi, on est en plein sujet avec elle, parce qu'elle est iranienne, elle a effectivement connu la répression des mollahs, et elle a dû fuir l'Iran pour, j'ai envie de dire, sauver sa peau et vivre sa vie de femme. Donc, quand elle parle, même si en Occident elle est mal comprise, souvent parce qu'on se dit, mais enfin, bon, ça c'est le voile, etc., la condition de la femme, c'est en Iran, mais enfin ici, tu ne dois pas exporter ces problèmes chez nous en Occident, mais en réalité, c'est quand même les mêmes enjeux, hein. C'est la question de l'égalité Ok. homme-femme, la question de la misogynie, du sexisme, des religions, etc. Donc, je trouve qu'elle pointe bien effectivement aussi la problématique, en ce compris chez nous. Oui. Et elle avait notamment écrit Tout justement un le monde petit devrait livre que lire, j'ai hein. lu.
Oui, Tout le monde devrait lire Bas les voiles, hein, aussi. qui est fondateur. Mm. Et puis, effectivement, c'est la prise de conscience que ces trois religions monothéistes, effectivement, en tout cas, parce que les autres, je ne les connais pas bien, mais eh bien, ont toutes le même modèle, la même matrice, hein, Mm. la même matrice. Et donc, il faut en sortir. Voilà. Même si Il toi, faut tu étais inventer. moins impacté que les autres ou que d'autres personnes. Moi, j'ai envie d'inventer, hein, d'inventer une autre femme, hein. Je suis la nouvelle Ève. Ah non, je rigole. Encore plus pur ou impur. Ou moi. Bon, il y a beaucoup de choses à dire par rapport évidemment au féminisme. On va pas faire le tour aujourd'hui, mais c'était en tout cas sympathique d'aborder la C'est très question sympa. avec un peu de légèreté quand même, parce que je pense que plus on envisage les choses de manière extrêmement stricte et sévère, et plus quelque part on, on se barricade chacun un petit peu Ferme. dans ses postures, et que quelque part les résistances sont là aussi. Hein. C'est un peu les biais cognitifs qui font qu'à un moment donné, on n'est pas capable de s'ouvrir à l'autre parce qu'on on se dit, il veut me mettre en question de manière violente, agressive, et donc ça marche pas comme ça. Mais Et oui. donc, d'où aussi évidemment l'intérêt de cet échange-ci. Et donc, je ne sais pas si vous souhaitiez encore éventuellement, avant qu'on termine notre petit échange, me dire un point l'une et l'autre que vous souhaitiez encore ajouter, que vous paraissait important. Je trouve qu'on a fait déjà un beau tour de piste et sans doute que, il y aurait encore fort à dire parce qu'on a peut-être vu les choses généralement, Mm, heu, mais je pense qu'on a dit, des choses assez essentielles quand même sur, les principaux points qui nous séparent des hommes, et ça pour moi c'est une blessure. Pour moi, il mm, faut que les hommes comprennent que pour les féministes, c'est une blessure de ne pas aller à la rencontre normalement d'être à être. mm. Qu'on nous dise de nous taire, par exemple, voilà. Ça, on me le dit, hein. Tais-toi. Je suis un peu bavarde, c'est vrai. Mais il y a peut-être des choses à dire. Donc, Mhm. 2000 ans, Au moins. Et moi, au moins. je voulais terminer sur une phrase de Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe qui a pour moi aujourd'hui vraiment tout son sens, euh, qui est on ne naît pas femme, on le devient. Ce qui veut Mmh. dire que c'est à nous à inventer, à créer. Et ben, je reviens sur quelque chose qui me tient à cœur et qui est aujourd'hui, ce champ de recherche autour du genre, et où je vois des adolescents ou des jeunes adultes s'inventer femmes, ou s'inventer une neutralité de genre, ou s'inventer, voilà. Mais en tout cas, être dans quelque chose que la société n'a pas prévu pour eux, que la société n'attendait pas d'eux, et se construire leur identité. Et je me dis qu'en tant que femme, eh bien, beaucoup de choses restent à inventer, à créer. Pas en copiant l'homme ou en voulant Mm. euh, être à la place de l'homme, mais en allant vers autre chose, vers nous-mêmes. Oui, c'est Ouais. ça, vers l'être. Mais je me demande si ce n'est pas une conséquence malheureuse de ce rétrécissement des choses qu'est la domination patriarcale. Je me demande si ce questionnement sur le genre, c'est pas l'ultime volonté d'en sortir, de ne pas étouffer. Et ça me fait un peu mal aussi. Parce que je me dis, c'est des enfants qui ne sont bien nulle part, et ils ont bien raison. Moi, je ne suis pas bien non plus. Mm, Personne n'est bien mm. de ce fait. Mais en, Et vous- il est temps. Oui, en vous écoutant, en tout cas, je me dis que pour se comprendre entre les hommes et les femmes, il faut se rencontrer. Je pense que ça brise déjà beaucoup de tabous et d'incompréhension entre les uns et les autres. Et et c'est se vrai, parler. évidemment, et de se parler. Et Mm. la communication, qu'est-ce que tu vis, pourquoi effectivement la manière dont je réagis ne te convient pas, Pourquoi en quoi je fais-tu te comme blesse, ça? etc. Oui, Voilà, donc ça, c'est c'est ça, la communication, évidemment, pour ça, elle est énorme. primordiale dans tout type de relation. Donc, j'espère ici qu'on a eu l'occasion de communiquer Oui, j'espère. Ah oui, nous, oui, on a correctement, communiqué. de manière fluide, et que ça en inspire à d'autres, pourquoi pas.
Donc, c'est génial. je vous remercie à toutes les deux. Merci Super, beaucoup. Pascal. Merci. Merci, Pascal. Bonne fin de soirée, bon week-end. Merci à vous toi aussi. aussi. Merci et à À bientôt. revoir, bientôt, Nikita. Eleonore. Au Au revoir. revoir. Je t'embrasse. Moi aussi.